Bienvenue à Destination Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'entretenir avec un jeune entrepreneur, vraiment un jeune entrepreneur. Ça va être super intéressant. Donc, je vais laisser l'honneur de se présenter. Isaac, donc, fais juste nous dire un petit peu, t'es qui, tu sors d'où, puis tu fais quoi en gros. Puis après ça, on va y aller avec les questions. OK. Donc, je suis né à Montréal. Puis, c'est ça, dans le fond, j'ai été à l'école privée un peu toute ma vie quand j'étais jeune, mais je me suis jamais vraiment retrouvé. Je trouvais là que dans mon parcours éducatif, on avait plus tendance à essayer de me diriger que de me laisser un peu explorer. Fait que en 2017, quand j'étais encore dans le fond, j'ai tout le temps été un peu attiré envers les arts visuels. C'était là-dedans que je voulais m'enligner au début, faire des jeux vidéo, des choses comme ça. Essentiellement, je voulais dessiner des croquis pour des jeux vidéo puis des films, ce qu'on appelle le concept art. Au début, je voulais faire ça. Fait qu'au pendant que j'allais au secondaire, il n'y avait pas vraiment de cours qui étaient disponibles, sauf des cours niveau collégiaux, dans le fond, en parascolaire. Fait qu'après l'école, le soir, fait qu'il y avait des cours de soir dans des écoles d'art visuel qui se donnaient. Puis au courant de mon secondaire, j'ai fait à peu près, de ce que je me souviens, je pense que j'ai fait 3 ou 4 diplômes en art visuel, en parascolaire, en même temps d'aller au secondaire. Puis à l'école, ça se passait jamais très, très bien. Là. J'avais beaucoup de difficultés à me concentrer, etc. Mais le soir, je faisais ce que j'aimais. Puis ça m'a quand même toujours gardé en vie. Puis avec ça, en 2017, j'ai parti une ligne de vêtements, dans le fond. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé à étudier l'entrepreneuriat un peu, puis voir c'était quoi avoir sa propre business. Puis évidemment, pendant toute ma vie, je voulais partir le plus vite de chez mes parents que je pouvais. Fait que pendant ce temps-là, en plus d'étudier en parascolaire les soirs là, avec des adultes en art visuel, en plus de ça, je faisais de la mécanique de vélo dans le fond. Fait que depuis que j'ai à peu près 13-14 ans, là, j'adore le vélo. Puis à 14 ans, j'ai commencé à travailler dans une boutique, dans un magasin de vélo, dans le fond, comme mécanicien. J'ai été apprenti pendant à peu près 1 an. Puis je passais là, en plus d'aller à l'école, j'étais là jusqu'à 11h, minuit le soir. Là. Je faisais pas mes devoirs, j'ignorais un peu les choses qui étaient plus ou moins importantes au court terme. Mais je faisais juste des choses. Dans le fond, je me suis juste encerclé de choses que j'aimais faire dans la vie. Là. Puis l'école, ça me décourageait beaucoup. Donc, Mais c'est le fun parce que pour toi, c'était vraiment une façon au moins de ne pas lâcher l'école. Ouais, c'est Parce ça. que des fois, tu sais, l'école, c'est pas toujours non plus le chemin pour tout le monde. Non, Mais c'est tu as ça. trouvé un chemin à travers ça pour comme te motiver puis qui te fait triper, tu sais. Oui, c'est ça. Puis malheureusement, à l'école, là, j'étais au lycée français, moi, au secondaire, pour l'escrime. Je faisais de l'escrime niveau compétitif, puis c'était une des seules écoles au Québec qui faisait ça. Là. Puis c'était un lycée français, puis au lycée français, dans le fond, c'est très différent du secondaire québécois. Ils ont dans le fond, ça, tu vas aller en sciences, en sciences économie, ES, ou en littérature. Fait que t'as comme vraiment, soit t'es scientifique, avocat ou écrivain. C'est vraiment comme ça qu'ils le voient, puis ils traitent ça comme ça, dans le fond. Puis moi, je m'alignais pour aller en littérature au collégial, aussi connu sous le nom de loser, là, elle. fait que je m'enlignais vers là. J'avais pas beaucoup de bonnes notes en maths. Tu sais, ça allait pas bien à l'école. Mais le soir, ce qui était le fun, c'est que soit je faisais mes cours d'art visuel, je faisais de la peinture digitale, on faisait du graphic design, je faisais des trucs vraiment poussés au secondaire. Puis quand je faisais pas ça, ben j'allais travailler avec un ancien ingénieur de Bombardier sur des vélos, dans le fond. Fait que lui, il m'a montré une approche très différente de la mécanique de vélo. C'était pas vraiment genre voici comment tu fais telle affaire. Il me montrait vraiment des concepts mécaniques avancés, puis il m'expliquait en live le soir, tu sais, gratuitement dans la boutique. Puis mes fins de semaine, j'ai passé à la shop de vélo, dans le fond. Fait que pas mal toute mon adolescence, je l'ai passé comme ça. Puis j'ai fini par travailler dans des magasins de vélo. C'était ça ma job. En même temps de faire du design en passe-temps, puis etc. Après ça, j'ai passé au cégep. Au cégep, je suis rentré à Dawson en arts et médias interactifs parce que je voulais continuer cette philosophie-là de vouloir travailler dans le jeu vidéo puis les choses comme ça. Mais quand je suis arrivé au cégep, j'ai réalisé que moi, ça faisait genre 4 ans que je
je faisais de la peinture digitale, j'avais déjà des diplômes là-dedans. Puis là, j'arrivais avec des gens qui venaient juste de finir leur secondaire comme moi, mais que eux, ben, ils n'avaient jamais fait ça de leur vie. Fait que là, je recommençais à zéro, niveau débutant, dans des choses que je faisais déjà depuis des années. Puis ça m'a beaucoup découragé. Pour moi, ça allait pas assez vite. Puis, tu sais, moi, j'étais déjà rendu au point depuis 2017 où je vendais des vêtements que j'avais dessiné les logos dessus, etc. Puis ça allait bien. Puis là, je me suis dit, OK, si ça continue à cette vitesse-là, je pourrais pas continuer de même, là. Fait que Mais là, parle-moi de tes trucs de vêtements. Fait que c'est ça. Ça, c'est comme en parallèle? Tu as fait ça Ben combien ça, de c'est temps? la première business que j'ai commencé en 2017. OK. Ça, c'était pendant que j'étais au secondaire puis que je faisais là, mon parascolaire là, en art visuel. C'était vraiment ma façon de, faire un peu d'argent. Mhm. Tu sais, pour partir de chez mes parents le plus vite possible. Tu me fais rire quand tu dis ça. Je connais ta mère. Je pense pas qu'elle soit si méchante. Là. Non, c'est vraiment... Moi, Pourquoi j'ai t'avais vraiment... tant hâte de Depuis partir de chez que je vous? suis tout jeune, j'haïs ça, que les choses soient préfaites pour moi. Il n'y a rien que j'haïs plus que ça. J'aime faire des erreurs par moi-même. Je suis enfant unique, là, puis moi, mes parents, mes deux parents sont entrepreneurs, ils ont leur propre business. Puis ils m'ont laissé seul beaucoup quand j'étais jeune. Ils me faisaient garder des choses comme ça. Puis pas de frère, pas de soeur, ben, tu t'arranges, tu te trouves des choses à faire. Fait que moi, quand j'étais jeune, moi, j'étais l'enfant, tu me laisses des papiers, des crayons, du scotch tape, des boîtes de carton, puis moi, je suis parti toute la journée. Là. OK. J'étais pas très compliqué à garder À entertain, occuper, là. Mettons, ouais. j'étais vraiment facile à occuper. Je démontais des imprimantes, puis genre, j'y remontais jamais. Je voulais juste savoir comment que ça fonctionnait, là. J'ai toujours été comme ça. Fait que moi... Peut-être finalement, c'est ta mère qui avait hâte que tu partes de chez ça. Peut-être, ouais, c'est ça. Peut-être que je démontais ses affaires, puis que t'es tanné, là. En fait, ça me surprendrait pas du tout, là, maintenant que j'y pense. J'ai tout le temps été fouilleux dans la vie, là. J'allais chez mes grands-parents, puis moi, mon grand-père, il était un peu comme moi, là. Il ramassait des bébelles, puis il les mettait n'importe où. Fait que moi, direct, quand je rentrais chez mes grands-parents jeunes, je checkais tous les tiroirs, je trouvais des affaires full intéressantes. Mes grands-parents me disaient, tu le garderas. Une flashlight, tiens, tu la garderas. Mais tu sais, j'ai toujours été curieux comme ça. Fait que moi, que les choses soient décidées pour moi puis que j'ai pas la liberté de choisir pour moi-même qu'est-ce que je veux faire avec mon temps, j'ai toujours trouvé ça une contrainte extrêmement lourde dans ma vie. Tu sais, à 16-17 ans, tu commences un peu à, explorer c'est quoi être un adulte, puis vouloir faire des choses par toi-même. Puis moi, me faire dire tu rentres à 11 heures, je pouvais pas tolérer ça. Là. J'avais beaucoup trop de... Parce que moi, tu sais, c'est pas que je suis en train de niaiser avec mes amis nécessairement, c'est vraiment je veux tout le temps que je peux pour explorer ce que j'aimerais faire avec mon temps plus tard, puis apprendre le plus que je peux. J'ai toujours été comme ça. En 2017, j'ai commencé la ligne de vêtements, puis j'ai fait continué. que t'en as-tu vendu? Ah, ça continue? On a ça? sold out. Puis le site web il est encore actif aujourd'hui. Maintenant, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des projets. L'idée de la ligne de vêtements, à la base, c'était de supporter des artistes sur le point de vue local, dans le fond. Okay. Parce qu'on trouvait que c'était vraiment malheureux. C'est moi puis mon meilleur ami qu'on a commencé ça. Je l'ai commencé tout seul, puis après ça, je l'ai rentré avec moi. Puis ça s'appelle Street Spirit. On trouvait dans le fond que c'était vraiment malheureux qu'il y a beaucoup d'artistes qui existent, il y a plein de gens qu'on connaît qui ont des talents, ils ont peut-être un Instagram ou un site web où ils font des choses, mais ils n'ont pas beaucoup de visibilité. Puis on trouvait que travailler avec des artistes sur le point de vue local, puis peut-être mettre leur art sur, mettons, des chandails, des choses qui se portent, ça pourrait leur apporter plus de visibilité, puis aussi ça pourrait leur donner le début des fonds qu'ils auraient besoin pour vraiment en faire leur job puis leur passion. Des fois, pour commencer quelque chose, tu as juste besoin de 1000 $, surtout si tu fais de l'art visuel. C'est ça. Des fois, ça prend pas grand-chose pour vraiment avoir une petite opportunité. Puis, c'est ça, exactement. Fait que nous, on voulait vraiment être le tremplin de cette opportunité-là, puis faire en sorte que l'art, ça se fasse pas voir comme quelque chose qui est crève-faim. Fait que c'était vraiment la philosophie de base de cette business-là. Ça a super bien parti. On a travaillé avec 2-3 artistes au début. On a vraiment gardé ça petit. Puis même aujourd'hui, on continue. Là, on sort des dessins de temps en temps, on fait des casquettes, puis on les vend. Puis ça n'a jamais viré en quelque chose d'extrêmement sérieux. Mais le fait que c'est encore vivant aujourd'hui, puis que
c'est encore une plateforme sur laquelle je peux m'exprimer qui n'est pas ce que je fais à tous les jours. Parce que c'est ça aussi. J'ai toujours été comme ça. Je vais avoir les mains un peu partout tout le temps. Puis si je fais la même chose tout le temps, même si c'est moi le boss puis je suis obligé de tout faire, tu fais déjà des choses. Tu fais tout dans une business quand tu es l'entrepreneur, la main personne. Là. Mais je voulais vraiment que ça soit des choses complètement distinctes. Moi, j'aime faire de la peinture à l'huile, puis après ça, me virer de bord puis faire de la mécanique. C'est quand même deux choses créatives qui sont sur deux plateformes différentes. Totalement différentes, c'est ça. Fait que j'ai toujours voulu être comme ça. Puis garder ces projets-là en vie, c'est ce qui me garde content dans la vie. Là. Fait que j'ai fait de la ligne de vêtements. Puis après ça, je suis resté dans le vélo. J'ai quitté le cégep parce que j'étais juste tanné. Là. J'avais l'art et médias interactifs. Les arts et médias interactifs. Là. C'était vraiment le fun. Si ça avait été ma première comme, mettons... Ton début, là. Si ça avait été mon début, je serais resté dedans, c'est ça. Je serais vraiment resté dedans. Puis si j'avais pas eu tout le passé depuis que j'avais comme 10 ans, je faisais déjà de la programmation, des choses comme ça pour des jeux vidéo. Puis je savais comment que ça fonctionnait. Moi, je voulais que ça soit poussé. Je voulais que ça soit enseigné par des gens qui faisaient ça à tous les jours. Je voulais que ça soit quasiment universitaire rendu là. Mais tu peux pas décider à la vitesse à laquelle tu vas quand tu dépenses sur un calibre de groupe. Fait que j'ai quitté le cégep. Je suis allé au Collège La Salle en design de mode. Puis ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai quitté le cégep. J'ai continué à travailler à temps plein dans des magasins de vélo. Puis j'ai réalisé qu'à 19 ans, j'étais rendu gérant du magasin que j'avais toujours voulu travailler dans la vie. Puis là, c'est comme, après 3-4 magasins où j'ai travaillé, j'avais gardé comme celui où je voulais absolument faire carrière plus tard dans la vie. À 19 ans, j'étais rendu gérant de ce magasin-là sur le plateau. Fait que là, j'étais comme, OK, ben... C'est quoi ton prochain objectif? C'est ça, j'étais rendu là, puis j'étais comme, OK, fait que là, j'ai 19 ans, le monde, il me demande si c'est ma business à moi, puis ça l'est pas. Puis, tu sais, ça faisait 2-3 ans que j'étais là, quasiment. Puis rendu à peut-être 1 an et demi, le monde, il me demandait, tu sais, wow, tu sais, on te voit tout le temps ici, on aime le service. C'est-tu à toi? C'est ta business? T'agis quasiment comme si c'était à toi. Fait que là, tu disais, c'est pas, je suis pas la mienne. Non, c'est ça. Fait que là, je répondais, ben non, c'est pas à moi. Tu sais, j'aimerais, mais c'est pas à moi, tu sais. Puis je trouvais que c'était un peu mal géré. Ça, c'est pour une autre journée, là. Mais, tu sais, je suis arrivé là 10 ans après que les vidéos de cette shop-là sur YouTube étaient sorties. Puis j'avais vu, moi, c'est ces vidéos-là sur YouTube qui m'avaient inspiré dans le vélo. Fait que j'avais vu les vidéos dans mes débuts là, à 13-14 ans, puis ça m'avait inspiré vraiment, là, puis j'avais fait comme un jour, je vais travailler là. Puis là, je suis arrivé là, puis là, ben, j'étais un peu comme... ils disent ça comment? Disillusionné en anglais? Désillusionné, ouais. Merci. Fait que là, je suis arrivé là, puis j'étais comme, ben là, c'est plus ça. Fait que peut-être que j'aurais pensé faire ma propre chose. Puis là, on est rendu là. OK. Ça fait que là, moi, ce que j'aimerais... 2 secondes. OK. Ce que j'aimerais, dans le fond, que tu me dises, parce que là, c'est un beau parcours quand même, c'est impressionnant, parce que là, tu parles de quand j'étais jeune, mais là, t'as quel âge? Là, là j'ai 23. OK. Ouais, je vais avoir 24 en février. OK. Fait que, donc, t'as presque 24, parce qu'on est presque en février. Mais, fait que là, parle-nous maintenant de ton entreprise actuelle, parce que là, finalement, tu as eu ce parcours-là, ça fait que tu t'es dit, bon, ben moi, ça, c'est assez. Donc, je pars mon entreprise de vélo. Mais comment tu as parti ça? Puis qu'est-ce que ça fait exactement? Tu peux nous présenter l'entreprise en même temps, là? Oui. Donc, dans le fond, quand je suis arrivé dans le vélo à peu près 14 ans, j'ai été chanceux. Il y a une formation qui est extrêmement récente, qui date d'il y a 1 mois. Là. Mais dans le vélo, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de DEP. Il n'y a rien comme dans l'automobile, dans le fond. Malgré le fait que les deux industries sont parallèles, sont vraiment, là, c'est miroir, ça fonctionne de la même façon. J'ai été chanceux, je suis arrivé dans un magasin vélo, puis j'ai décidé, regarde, je vais être apprenti pendant 1 an. Ou peu importe, là, je veux juste apprendre, paye-moi pas. Au bout d'à peu près 6 mois, c'était rendu que j'en savais assez pour être fonctionnel dans un atelier. Tu sais, j'étais absolument tout le temps. Là. Je pense qu'il m'haïssait la face tellement que j'étais là. C'était rendu au point où je passais le balai. Là.
Mais j'adorais ça. Mhm. Puis j'ai été extrêmement chanceux que la personne qui m'enseignait voulait partager ce qu'elle savait, puis qu'elle avait eu un parcours, euh, disons, beaucoup plus professionnel d'un point de vue scientifique. Tu sais, quand tu pars d'être ingénieur en aéronautique, puis après ça que tu te retrouves dans le vélo, c'est pas nécessairement un downgrade, mais c'est juste que la science est beaucoup plus simple dans le vélo. Puis si tu es un ingénieur, tu comprends ça beaucoup plus, d'un point de vue beaucoup plus approfondi. Mhm. Fait que quand j'ai appris de cette personne-là, je suis parti sur un pied beaucoup plus fort. Puis elle m'a enseigné les bases d'un point de vue quasiment universitaire, là. Fait qu'essentiellement, les footnotes d'université, je les ai en ingénierie un peu, si on veut, là. Puis même jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas ingénieur du tout, mais je peux quand même comprendre, tu sais, les concepts de manière générale, puis ça m'a beaucoup aidé dans le vélo. Mais il n'y a pas de formation. Mhm. Fait que quand je suis arrivé à 19 ans, puis j'étais le gérant du magasin que j'avais toujours voulu être, mais là, c'était rendu au point où, OK, d'un point de vue mécanique, je suis pratiquement considéré un expert. Tu sais, j'ai des gens qui sont beaucoup plus vieux que moi, qui ont des vingtaines, trentaines d'années d'expérience, qui me posent des questions, puis que je les aide. Puis je fais de la consultation essentiellement pour eux autres. J'ai des gens qui sont beaucoup plus vieux que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience, qui travaillent en dessous de moi. Fait que là, je fais quoi avec ça? Est-ce que je continue à être sous-payé? Tu sais, parce que Ouais. tu as 19 ans, il n'y a personne qui te prend vraiment au sérieux, puis en plus, tu n'as pas de point levier. Tu sais, tu peux pas dire, ben là, j'ai 15 ans d'expérience, Ouais. Puis tu paie-moi. peux pas dire j'ai un diplôme universitaire non plus. Puis Fait que tu sais, t'as comme. c'est ça exactement, tu n'as pas de diplôme, Qu'est-ce tu que n'as je pas fais de pour me force. vendre, tu C'est sais? ça, t'as aucun... Le seul point que j'avais de négociation, c'était, ben regarde, ça, tu me payes ou je m'en vais. Ce qui est essentiellement nul quand, tu sais, quand tu travailles en quelque part où les standards sont variables, tu sais, Mhm. moi, il me disait, ben regarde, c'est poche, mais si tu t'en vas, tu sais, au pire, nos standards, ils vont baisser. Nous, Mhm. ça ne nous dérange pas. Parce que le vélo, c'est un peu comme ça, tu sais, c'est bric-à-brac un peu, il n'y a pas de standards à garder. C'est pas comme tu as un restaurant, puis il faut que tu suives des standards de la MAPAC, sinon tu manques des évaluations, puis ils te ferment ton restaurant. Tu sais, tu manques des Ouais. tests, puis ils ferment ton restaurant. Mhm. Tu peux pas engager n'importe qui. Fait que le vélo, c'est pas comme ça. Fait que là, je me suis dit, bon, est-ce que je demande une augmentation? OK, je vais m'essayer. Tu sais, peut-être que je peux vraiment vivre de ça. Puis dans le temps, j'étais payé à peu près 16,25 de l'heure pour réparer des vélos à entre 2 et 5 000 $. Mhm. C'est ridicule, là. Ça n'a pas rapport, là. Il y a des mécaniciens d'auto qui sont payés 50-60 $ de l'heure pour faire la même job. Puis ils vivent de ça, mais moi, je peux pas. Moi, je suis pogné dans un petit appart. Tu sais, j'ai pas d'économie. J'ai pas... Tu sais, j'ai quitté l'école, puis là, je me retrouve devant quelque chose où je veux que ça soit ma carrière, mais je peux pas. Fait que c'est quoi la seule façon que ça soit ma carrière? Ben, soit je suis payé assez, ou j'ai des parts dans la business où je suis, ou je pars ma propre business. Mhm. Fait que j'ai approché le propriétaire, j'ai demandé, regarde, OK, j'aime beaucoup travailler ici, j'ai toujours voulu être ici, mais tu sais, lui, il voulait passer son temps autre part aussi, là. Là, c'est une longue histoire, mais essentiellement, il passait de moins en moins de temps au magasin. Fait que je me disais, regarde, ça, c'est mon opening, c'est ma fenêtre. Je vais demander peut-être soit des parts ou une augmentation pour que, tu sais, ça fasse du sens que je sois là tout le temps. Mhm. Puis il m'en a donné une. Elle était très petite. Puis je peux le comprendre aussi, là, tu sais, les magasins de vélo, quand c'est pas géré comme ça devrait, tu fais des marges extrêmement petites. Le vélo, c'est c'est bizarre un peu comme milieu. C'est un peu comme les restaurants. Soit tu le pars extrêmement bien ou tu as quelqu'un avec une vision très lointaine qui est out there, qui pense tu sais, outside the box un peu. Excusez-moi pour les anglicismes. Non, mais Euh, tu as quelqu'un qui apporte une vision qui est tellement différente que ça vaut de l'argent, puis ça change le fonctionnement de l'entreprise au point où elle fait vraiment de l'argent, puis tu peux donner des augmentations substantielles à tes employés, mais le vélo, ça fonctionne. Tout le monde joue un peu sur les mêmes règles souvent. Fait que ça finit que, ben, le vélo, tu sais, si t'es mécanicien, gros max, tu vas faire 25 $ de l'heure dans une place qui, tu sais, des grosses compagnies comme Argon 18, etc. Tu pourrais être payé 25-30 $ de l'heure, mais ça ne coûte pas les mécaniciens de l'automobile. Fait qu'il y a beaucoup de gens dans le vélo qui ils se disent, ben, regarde, moi, je vais aller faire un DEP en automobile, puis je vais aller travailler là-dedans. Je comprends. Fait que
j'ai eu une petite augmentation. J'étais content que je l'avais eu, mais je me dis, c'est pas assez, là. Je peux pas vivre avec 17 piastres de C'était l'heure. pas un long terme, c'était pas un plan de match pour toi à long Non, terme. c'est là. ça. Puis je comprenais que j'avais 19-20 ans, mais là, le temps commençait à... Dans ma tête, moi, je suis une personne que, tu sais, ma vingtaine, là, c'est le temps où j'ai le plus d'énergie que je vais avoir dans ma vie. Tu sais, il faut que ça soit mon pic, là. C'est le moment où j'ai plein d'idées. Tu sais, puis je voulais contribuer à l'entreprise où j'étais. J'avais plein d'idées. Tu sais, moi, j'étais arrivé avec le bagage des vidéos que j'avais vues il y a 10 ans d'eux autres. Puis là, quand moi, je suis arrivé, ils étaient comme, aïe, OK, tu nous viens avec nos anciennes idées qu'on a oubliées d'il y a longtemps parce que ça marchait pas, on a abandonné. Fait que là, j'ai dit, regarde, comme, soit, tu sais, on va devoir faire des concessions à quelque part, ou moi, j'ai plein d'idées. Puis je vais peut-être devoir les utiliser ailleurs. Fait que là, j'ai eu une offre. On m'a offert à peu près 50 000 pour 30% de la business. Puis je me suis dit, bon, tu sais, c'est un bon deal, mais l'affaire, c'est que payer 50 000 pour être minoritaire, ça me tente pas. Puis 50 000 c'est beaucoup plus que ce que j'ai de besoin pour partir ma propre business. Fait que regardez, les gars, je vais prendre cet argent-là. Puis je sais où je peux la trouver, cet argent-là. J'ai des gens autour de moi qui croient en moi, qui sont mes parents majoritairement, qui, eux, ils sont au courant là, que, genre, si j'ai quitté l'école, c'est que j'étais sérieux. Puis peut-être qu'ils vont me le prêter, je le sais pas, mais cet argent-là, peut-être que je pourrais l'accumuler, mais je veux pas vous payer 50 000 pour pas que ça soit à moi. Mhm. Fait que j'ai fait une grosse décision. J'ai dit, OK, je vais rester ici le temps que ça va prendre. Je vais trouver une façon d'avoir... Je vais faire un plan. Je vais voir combien que ça me coûterait starter ma propre business là-dedans. Puis si c'est moins que 50 000 $, je le fais. Parce que je peux pas continuer à vivre comme ça, là. Non. Fait que là, c'est là que tu as parti ton entreprise. Exactement. Fait que ça, c'est fin 2019 que ça s'est passé. Moi, j'ai été monteur. Mon expertise dans le vélo, c'est le montage de roues. C'est la première chose que j'ai faite. Puis c'est la dernière chose que les gens apprennent généralement dans le vélo. Mais moi, c'était ce que je voulais faire en premier. Je trouvais ça fascinant que moi, je savais même pas que ça s'assemblait des roues de vélo. Je pensais que ça venait de même. Fait que quand j'ai commencé à 13-14 ans, c'est la première chose que j'ai démontée comme un niaiseux. Puis là, j'ai réalisé que c'était vraiment compliqué. Puis ça m'a pris comme 4 heures, 5 heures la remonter. Puis là, aujourd'hui, c'est mon expertise. Fait que je me suis dit, il y a un gros vide dans l'industrie du vélo pour le montage de roues à la main. Je vais me partir une petite boîte, là, une petite business de montage de roues à la main. Le monde va venir me voir. Je vais leur monter des roues sur mesure. Fait que Quand tu parles de montage de roues, c'est quoi? Moi, je connais pas ça non plus. Là. essentiellement, les roues de vélo, ça vient pas prémonter comme ce que je disais. Fait que les roues... Ça arrive pas avec ta roue puis ton pneu puis tout. Là. Non, c'est ça. C'est OK. dans la roue, tu as ton cerceau qui tient ton pneu, tu as ta rime qu'on appelle. Après ça, tu as des rayons. Fait que ça, c'est toutes les broches qui vont vers le milieu de la roue. Puis au milieu de la roue, tu as un moyeu. Fait que le moyeu, c'est ce qui permet à la roue de tourner. Puis toutes les roues sont basées autour de ce concept-là. Fait que, essentiellement, là, toutes les roues qui existent, ils ont ces 3 pièces-là, de une forme ou d'une autre. Mais ces pièces-là, depuis le début du vélo, c'est assemblé à la main. Fait que, anciennement, là, début 1900 à peu près, c'était majoritairement les femmes qui faisaient ça en temps de guerre. Le vélo, c'est pas mal là que ça a commencé, puis parce que les femmes avaient des mains un peu plus petites, puis qu'il y avait une meilleure dextérité, puis ils n'étaient pas nécessairement aussi fortes que les hommes. Les hommes, eux autres, qui assemblaient les gros vélos, là, les grosses pièces qu'il fallait serrer fort, c'est les hommes qui faisaient ça, l'assemblage final. Puis le montage de roues à la main, c'était pour les femmes, parce que j'imagine l'attention aux détails, des choses comme ça qu'il y avait réalisé au fur et à mesure du temps. Là. Puis c'est ça. Donc, c'est un peu monté comme des guitares, dans le fond. Dans le sens où les rayons doivent être tendus de façon uniforme. Il faut mesurer la tension des rayons. Puis une roue qui est mal montée, si les pièces sont mal choisies, mal assemblées, bien, la roue elle a une durée de vie inférieure, puis la roue va briser éventuellement. Il y a des rayons qui vont briser, ou juste elle va pas performer aussi bien qu'elle devrait. Fait que ça, grosso modo, c'est ça. Fait que tu as commencé en montant ces roues-là, mais là, c'était-tu le même nom d'entreprise? Tu nous as Exactement. même pas encore dit ton entreprise. Oui, excusez-moi. Hey, tu n'as pas trop vendu ton entreprise non, encore. Non, c'est ça. Hey, on va arriver là. OK, fait que dans le fond, c'est ça. J'ai quitté la business où que j'étais pour commencer Olympia. Donc, au début, ça ne s'appelait pas Atelier Olympia. Aujourd'hui, ça s'appelle
Atelier Olympia. J'ai commencé Olympia en pensant que j'allais juste faire des roues sur mesure. Puis j'allais avoir ma propre... L'idée derrière le nom, c'était que j'allais avoir ma propre ligne de roues en carbone, donc en fibre de carbone. Là, c'est un matériel super léger pour ceux qui veulent regarder ça. Puis les différents modèles de roues allaient être nommés selon les caractéristiques de personnages de l'Olympe. C'était ça l'idée dans le fond. Fait que c'était genre de la mythologie grecque, des choses comme ça. Puis les noms des déesses, etc., j'allais les mettre sur le nom des produits dans le fond. Fait que c'est comme ça qu'on allait pouvoir les différencier. Fait qu'un exemple, ça serait genre Zeus, ça serait genre le meilleur modèle que tu peux acheter parce que c'était genre le king de l'Olympe. C'est ça. Fait que ça, c'était un peu l'idée, grosso modo. Puis j'ai voulu faire ça. Puis là, quand j'ai parti la business, on a commencé là, dans un tout petit local au 3e étage d'un immeuble commercial. Là, c'était vraiment tout petit. Puis je pouvais pas faire de la grosse mécanique. Moi, je m'attendais à ce que le monde vienne me voir pour des roues. Mais ma clientèle de ma carrière, disons, de mon ancienne vie, entre guillemets, de vélo, ils m'ont tous suivi pour mes montages sur mesure que je faisais à l'ancienne boutique. Parce que moi, c'est ça ma spécialité aussi, c'est le montage sur mesure, pas juste de roues, mais de vélos complets. Je suis meilleur d'un roue, mais je peux quand même faire des vélos complets. C'était ça la spécialité de la business où je gérais le magasin. Fait que mes clients m'ont suivi avec ça. Puis là, je me suis dit, OK, ben, j'ai pas le choix, il faut que je diversifie parce que faut que je me fasse reconnaître d'une certaine façon. Puis le marché est là. Je veux dire, tu ne diras pas non du revenu. Tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est quand même quelque chose que j'adore faire. Fait que je suis passé de commencer une business en montage de roues à partir une business en montage de vélos et de roues sur mesure, complètement assemblées pièce par pièce. Donc ça, c'est la business telle qu'elle est aujourd'hui. Ça fait... Là, ça va faire 3 ans que la business, elle existe. Donc, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on monte des vélos sur mesure. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait des roues seulement pendant un gros 6 mois. Puis après ça, le monde m'a suivi. Puis c'est beaucoup plus rentable de faire des vélos complets. Puis juste question concept, je me disais que c'était vraiment niaiseux que genre tu viennes te faire monter des roues chez nous puis qu'on puisse pas les installer. Tu sais, genre des fois, ça arrive d'un garage, c'est comme, ben, tu sais, toi, t'as besoin d'une job de suspension, mais nous autres, désolé, on fait juste de la peinture. T'sais, ça arrive beaucoup dans l'automobile, ça. Puis je me disais, regarde, je peux pas dire non à une business comme ça qui serait rentable et que j'aimerais faire. Donc, je me suis diversifié puis je suis resté là. Je voulais tracer cette ligne-là parce que je voulais pas vendre des vélos complets. C'est un problème qu'il y a dans l'industrie, ça. OK. Là, toi, en tant qu'entrepreneur, tu parlais de tes horaires, puis tu avais hâte d'être autonome puis de gérer tes trucs, mais comment tu gères tes journées maintenant que tu es entrepreneur puis que tu as ta boutique à toi? Ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai 2 projets sur le côté. J'ai la ligne de vêtements puis un autre projet sur lequel je travaille. Puis en plus, j'ai ma business à temps plein qui est ma carrière au magasin. Dans le fond, la boutique en tant que telle est séparée en 2 business. Il y a une business qui est fournisseur. Fait que je peux revenir là-dessus plus tard si tu veux. On fournit à d'autres magasins. Puis en plus de ça, on est un commerce au détail. Fait que les gens ils peuvent venir dans la boutique, ils prennent des rendez-vous. C'est majoritairement sur rendez-vous parce que ça prend longtemps de monter un vélo sur mesure. Il faut qu'on parle à la personne. Il y a des estimés à faire, Donc, etc. autrement dit, tu as la boutique. Fait que ça, c'est sûr que ça gère... C'est une gestion de temps parce que tu as une ouverture. Exact. Fait que tu as une boutique où tu vends toutes sortes de choses, c'est ça? Puis des pièces? C'est ça. Ou juste tes vélos montés sur... Dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que les gens prennent rendez-vous comme chez le médecin, chez nous. Fait que c'est pas vraiment tu viens chez nous puis build a bear, tu te construis ce que tu veux puis tu ressors avec. C'est vraiment pas comme ça. Parce que ça dévalue le produit beaucoup de faire ça, parce qu'il y a de l'expertise qui vient avec. Puis nous, notre travail, c'est de suggérer des... C'est un peu comme... c'est un peu comme se faire une robe sur mesure, mettons, si tu veux. C'est comme tu y vas, mais attends-toi d'y aller plusieurs fois, là. Parce qu'ils vont te suggérer des choses, ils vont te suggérer des textiles, une coupe, ils vont faire des croquis, un estimé. Tu sais, c'est compliqué de faire quelque chose comme ça. Fait que toi, c'est ça que tu fais, là? Nous autres, c'est ça qu'on fait. Okay. Nous, on ne fait pas le croquis nécessairement, on va envoyer des estimés visuels, mais nous, notre travail, c'est vraiment de monter un vélo qui est fait pour la personne qu'on a devant nous avec le plus de longévité possible. Fait qu'un des plus gros problèmes qu'il y a dans l'industrie du vélo présentement, c'est que les gens se concentrent
ils se contentent d'acheter ce qui est disponible plutôt que ce qui est nécessaire pour eux autres, ce qui est vraiment le mieux pour eux. Fait que souvent, ce qui finit par se produire, c'est que si l'industrie décide qu'il y a juste des vélos bleus qui sortent cette année-là, ben tough luck, tu auras juste un vélo bleu. Puis ça, c'est un exemple assez simpliste, mais là, je parle de matériaux, je parle de pièces, je parle de budget. Les grosses compagnies dans le vélo, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des... ils font des moyennes basées sur des profils de consommateurs parce qu'on parle de compagnies qui valent des milliards de dollars, puis leur but, c'est de faire le plus de ventes possible. Fait que, ils font des profils de consommateurs, puis finalement, le consommateur, à la fin, ben, il est pogné à payer le prix vraiment. Si l'industrie décide que bon, ben, la majorité des vélos cette année coûtent 2000$, ben, c'est ça que tu vas payer pour un bon vélo. Nous autres, on va pas là. Nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on dit OK, tu as combien à dépenser sur un vélo? Nous autres, notre job, c'est de trouver les meilleures pièces possibles qui te conviennent, qui sont belles pour toi, puis qui font ce que tu veux pour qu'on puisse les mettre sur ton vélo puis que ça soit durable, que tu aies le vélo le plus longtemps possible. Okay. Fait que chez nous, il n'y a pas d'obsolescence planifiée, dans le fond. Toutes les pièces qu'on met sont entretenables, des choses comme ça. En tout cas, le plus qu'on peut. Fait que le premier objectif de ta business, c'est vraiment la construction de vélos. Oui, c'est ça. Puis ça prend beaucoup de temps. Puis je suis le seul vraiment dans l'entreprise présentement. Là, on a une équipe de 5 personnes. Puis je suis le seul propriétaire, mais je suis aussi le seul qui est assez formé, qui en sait assez pour faire ça. Fait que ça consomme beaucoup de mon temps. Mais je peux pas faire ça pendant mes journées parce que ben, quand je suis à la shop, mais je dois faire des choses physiques. Je suis aussi mécanicien. Fait que ces choses-là, si j'ai les deux mains dans la graisse, je peux pas être à mon ordinateur en train de faire des estimés. Fait que mes estimés, je les fais généralement le soir ou tôt le matin. Mes journées, de manière générale, là, je me lève à peu près 8-9 heures le matin. Puis après ça, je rentre chez nous généralement dans les environs de 11 heures à 1 heure du matin. C'est une journée normale pour moi. Okay. Ça a l'air de beaucoup, mais honnêtement, moi, ça passe. Ben, quand tu aimes ce que tu fais, c'est ça la différence. C'est ça. Tu ne vas pas passer tes journées, Ah, c'est juste passionnant. J'ai juste pas assez de temps dans mes journées. Il faudrait que mes journées aient 48 heures. Ça passe plus vite qu'au cégep, c'est ça? Ah ouais, vraiment. Honnêtement, oui. En plus, il n'y a pas de transport quasiment. Je suis à une place pour tout faire. Puis en même temps, généralement, la façon que je fonctionne pour ma productivité, c'est que à toutes les semaines, je fais un bilan de ma semaine. Puis je planifie mes objectifs pour la semaine d'après. Puis à tous les soirs, je regarde ce que j'ai complété pendant la journée, puis je planifie ma journée d'après pour compléter ce que j'ai pas été capable de faire la journée d'avant. Okay. Fait que je fais ça à toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, puis tous les 6 mois. Fait que tu es quand même quelqu'un d'organisé. D'un point de vue général, oui, mais le problème, c'est que quand tu es entrepreneur, ben, il y a juste des imprévus qui se pointent. Ouais. Toi, tu es l'entonnoir pour toute la crasse qui s'accumule dans ta business, puis il n'y a personne d'autre qui va s'en occuper autre que toi. Fait que j'essaie de garder une tolérance d'à peu près 30% pour tout ce qui est comme les retards des clients, les retards des choses qui vont arriver. T'sais, on passe des commandes, hop, ajoute 30%, attends-toi à ce que ça arrive en retard, donne ce numéro-là à ton client, des choses comme ça. Fait que c'est ma règle générale d'essayer d'incorporer 30% de marge d'erreur sur tout pour empêcher que il y ait réduire les inconvénients le plus possible puis améliorer la productivité. Être le plus en contrôle possible. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas un control freak. Je suis au courant que il y a plein de choses qui vont pas aller de mon bord, mais j'essaie le plus possible de contrôler ça puis faire un bilan à tous les jours là, de ma to-do list. Puis je bloque mon temps aussi. Fait que quand je fais ma to-do list, mettons, je mets des temps, puis je me chronomètre, puis si ça dépasse, puis je buste, puis je passe à la prochaine affaire. Puis plus tard dans ma journée, si j'ai du temps, je retourne à ces choses-là que j'ai pas été capable de compléter, puis c'est là que je les complète. OK. Ouais, quand même, tu es vraiment organisé, honnêtement. Puis là, tu disais, bon, c'est ça, fait que tu montes des vélos. L'autre côté, c'est-tu le côté comme... T'es-tu un peu comme fournisseur aussi? Ou, Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, nous, on est... Pendant la COVID, il y a eu un gros problème de ligne d'approvisionnement, dans le fond. Des chaînes d'approvisionnement, là, dans toutes les industries, il y a eu des problèmes dans la bouffe, dans l'automobile, absolument tout. Puis nous, quand on a commencé moi, quand j'ai commencé la business, j'ai commencé la business juste avant la COVID. Fait que j'ai pas eu le temps d'avoir un historique pour avoir des comptes chez des fournisseurs reconnus de vélos. Fait que
Des compagnies comme Shimano, Lambert, ça, c'est des fournisseurs qui vendent à des magasins de vélo. Puis les magasins de vélo agissent généralement comme des revendeurs ou des dealers, dans le fond. Le problème avec ce modèle d'affaires-là, c'est qu'évidemment, tu dépends sur la chaîne d'approvisionnement. Moi, parce que le timing n'était pas bon quand j'ai commencé la business, puis ça, j'aurais pas pu le savoir parce que la COVID, comment tu veux prévoir ça? J'ai commencé l'entreprise, j'étais dans mes débuts, là, ça montait, hop, j'ai commencé au début, à peu près la moitié de l'été en 2019, ce qui n'est pas un bon timing pour une business de vélo, point. Généralement, tu veux commencer au printemps puis pogner la vague, mais là, j'ai commencé tard dans la vague en partant. Pas un gros problème, je me disais, mais même pas 6 mois plus tard là, ou quelque chose, la première vague de COVID a commencé. Puis ça a coupé toutes les lignes d'approvisionnement. Fait que les quelques fournisseurs que j'ai été capable d'avoir sans historique, mais il n'y avait pas de stock. Puis les nouveaux fournisseurs que je pouvais avoir, que je voulais avoir, mais ils ne voulaient pas m'ouvrir de compte parce qu'eux, ils n'avaient déjà rien à vendre, puis ils avaient de la misère à vendre des produits à leurs revendeurs existants. Fait que là, je faisais face à un problème énorme. Là, mon modèle d'affaires au complet, il était foutu. Là, je ne pouvais rien vendre. Là. Fait que si tu venais me voir et tu me disais je veux un vélo ou je veux des pièces, c'est fini. Là. Fait que je peux juste réparer ton flat, puis même là. Fait que ça, c'était un problème énorme. Fait que moi, la façon... J'ai revisité comment que je voyais l'industrie du vélo de manière générale. Puis j'ai réalisé que si tout le monde est dans ce problème-là, c'est que tout le monde a le même problème. Puis si je suis capable de régler ce problème-là, je vais être le seul qui va l'avoir réglé. Puis ça va non seulement faire de moi un pur génie, puis ça va régler tout, ou c'est quelque chose qui ne se règle pas. C'était les deux seules façons que je le voyais. Fait que soit il y a quelque chose que personne n'est en train de faire, que je pourrais être en train de faire, qui va me démarquer totalement, ou carrément, il n'y a pas de solution. Fait que là, j'ai pensé à ça pendant des semaines et des semaines. Je voyais le chiffre d'affaires de la compagnie s'écrouler. On était en hiver. Je ne vendais plus rien. Je ne pouvais plus rien avoir. Puis non seulement ça, tu es supposé recevoir du stock pour l'été prochain. Oui, puis là, tu n'avais rien. Puis là, j'avais rien. Fait que là, j'accumulais un retard que j'allais jamais pouvoir rétablir. Fait que là, je me disais, OK, qu'est-ce que je fais? Ben, il y a des belles marques, là. Il y a des belles marques qui existent, là, dans la vie, que eux, il n'y a personne qui les vend sauf eux autres. Il y a des gens qui vendent direct, là. Fait que je vais magasiner un peu. Puis mon ami avait besoin d'un nouveau vélo. Fait que je me suis dit, regarde, on va faire un proof of concept, on va faire un prototype. Je vais aller trouver une marque en quelque part que je peux avoir l'exclusivité, qui ont une belle ligne de produits, que moi, je vais être le seul en Amérique du Nord ou au Canada qui a le droit de vendre ça. Après ça, je vais être capable d'accumuler, je vais être capable d'avoir exclusivité sur un produit, avoir le contrôle total sur la ligne d'approvisionnement. Évidemment, tu sais, c'est pas toi qui décides si dans les mines de métal, ils en ont pas assez, là. Fait qu'il y a quand même une limite sur le contrôle, mais c'est ma façon de contrôler le plus possible ce qui est hors de mon contrôle de manière dans d'autres situations. Fait que si j'avais décidé de gérer mon magasin comme n'importe lequel... T'aurais juste attendu. J'aurais juste attendu comme tout le monde. Rien passé. Fait que là, c'est qui tu es allé voir? Fait que là, j'ai été sur des sites d'usines en Asie, des choses comme ça. La majorité de l'usinage pour ce qui est de l'aéronautique, le métal, etc., ça se passe en Chine puis à Taïwan. Eux autres, là, ils ont à peu près 80% du marché pour ce qui est de ces choses-là. Fait que toute la manufacture du métal, les vélos, les choses comme ça. Fait que je suis allé sur Alibaba, je suis allé sur plein de sites comme ça, puis je me suis dit, OK, je vais me trouver une usine qui fait du sens, qui font un bon produit, qui est relativement pas cher, puis s'ils sont ouverts, je vais devenir leur seul agent au Canada. Je vais signer un contrat avec eux autres si j'ai assez de volume. Puis direct là, on va être fournisseur, on va vendre ces vélos-là. On va penser plus loin qu'un magasin de vélos normal. Nous autres, la boutique qui vend des vélos, ça va être le projet de la plus grosse business qui est vraiment un fournisseur. Fait que ma business est échelonnée sur 2 paliers dans le fond. Ce que tu vois quand tu vois Atelier Olympia, c'est une boutique de vélos quand même cool qui vend des vélos sur mesure. Mais en vrai, ce qui nous fait vivre, c'est être fournisseur. Fait que je voulais pas dépendre sur qui vient par la porte, je voulais dépendre sur l'industrie du vélo de manière globale pour avoir plus de sécurité puis avoir une part de marché plus grande. Si tu es un fournisseur puis tu veux un bon produit,
qui est assez populaire, mais tu augmentes ta part de marché. Fait que là, tu le vends à toutes les autres boutiques de vélo, dans le fond, là. Exactement. Fait que nous OK. autres, on a exclusivité sur à peu près 7 marques. Puis c'est des marques que personne d'autre vend. Puis à cause de notre volume, puis parce qu'on le vend à peu près... Là, présentement, on est rendu à une vingtaine d'autres magasins partout au Canada. Puis à partir de 2023, on travaille sur les États-Unis. Puis nous autres, on vend Tsunami puis Seaboard. C'est une marque de cadres, dans le fond. Puis nous, ça nous convient parce que c'est juste des cadres. Fait que quand on vend directement en boutique, ben c'est juste meilleur marché pour nous autres. On peut faire des meilleurs prix aux clients. Tu sais, tous nos prix sont plus bas que tout le monde parce qu'on est un fournisseur. Oui, exact. T'as une étape de moins, là. Exactement. Ça fait que t'en as un de moins qui se prend du profit là-dessus. Exactement. Fait que nous autres, on est capable de vendre un produit qui est comparable, si c'est pas meilleur pour l'argent que tu vas dépenser que d'autres marques. Puis en plus, vu qu'on est le distributeur exclusif, ben on peut décider quel modèle qui se font faire, quelle couleur qui sort l'année prochaine. On a aussi un pouvoir créatif là-dedans. Puis ça tombe exactement dans mes affaires parce que moi, je veux avoir le plus de contrôle que je peux sur ma business. Puis je peux aider des plus petites usines qui, eux, ils ont de la misère à faire percer leurs produits dans le marché. Bien, moi, ça tombe bien, je peux aider tout le monde, faire plus d'argent, puis avoir des clients plus heureux parce qu'ils ont un super bon produit qui est fait sur mesure, assemblé au Québec, puis qui est fait comme eux, ils veulent, pour 1000 pièces de moins que ma compétition, qui, eux, ont un vélo préassemblé. Fait que toi, t'es comme un génie. Ben, wow. Wow. Selon ce que j'ai dit plus tôt, peut-être. Jusqu'à présent, ça fonctionne super bien. Maintenant, notre problème, c'est ça, c'est que quand tu vas vite, tu peux pas aller trop vite. Parce qu'après, il y a des gens qui se font des attentes envers toi. Puis tu as beaucoup... T'as des comptes à rendre, il faut que tu sois capable de... Exactement. De tout ça aussi. Tu sais, puis je suis une personne. Là. Fait que je peux pas me séparer en 2000. Présentement, le plus gros problème avec la business, c'est excusez-moi pour l'anglais, mais c'est scalability. Je sais pas comment ça se dit en français. Là, j'imagine que c'est... les capacités ou les... Ben, c'est le fait que s'il y avait 5 mois, on serait correct. Là, parce qu'il y aurait une personne qui fait une affaire. C'est toujours le problème aussi des entrepreneurs à la base parce que, tu sais, c'est... Tu pourras me le dire, là, mais le problème, c'est que tu commences, fait que là, tu fais tout, mais à un moment donné, pour avoir un autre step, puis monter d'un autre step, ben là, c'est parce que faut que tu engages un bon assistant ou quelqu'un qui va vraiment te donner du temps. Ouais. Mais là, tu n'as pas l'argent au début parce que tu n'as pas encore le profit. Non, fait que, c'est ça. c'est de trouver ce step-là pour être capable de t'amener plus loin. Tu sais, c'est ça souvent qui C'est ça. est le plus difficile. Puis dans le vélo, parce que c'est un milieu qui est tellement renfermé sur lui-même, je peux pas aller voir je peux pas aller voir des étudiants de cégep qui sortent de l'école puis leur dire « Regarde, tu veux-tu une super bonne job à long terme? Viens travailler pour moi. Tu as déjà la formation, tu sais déjà ce que je fais. Fais juste venir travailler pour moi, je sais que tu vas être un atout. » Je peux pas faire ça. Fait que moi, je suis obligé d'aller voir des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi ou qui ont l'expérience que j'ai, mais qui demandent un salaire qui est immense parce qu'eux, ils travaillent pour des compagnies qui sont tellement plus grosses que nous autres, on l'est présentement. Fait que ça, finalement, c'est ton défi. Là. Exactement. C'est ton défi actuel pour réussir à grandir. C'est ça. Fait que là, jusqu'à présent, notre vision, ben, le plan, c'est pas diminuer la qualité de ce qu'on fait. Parce que jusqu'à présent, quand on regarde là, ce qu'on a fait jusqu'à présent, les gens, la qualité du travail est le plus près de l'excellence que ce que je peux faire. Là. Je pousse mes limites dans tout ce que je fais. Que ce soit en management de temps, que ce soit, tu sais, tous les vélos que je fais, à toutes les fois, je repars sur une base claire. Là. Je recycle pas des listes de pièces, des choses comme ça. Tu n'auras pas le même vélo qu'un autre client. Quand j'approche un projet, je repars sur rien. Fait que ça consomme beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ouais. Puis en plus de ça, il faut que je pense au long terme. Je dois faire le marketing. Tu sais, il y a beaucoup de choses là, que je me pousse à faire. À toutes les fois que je fais un post Instagram, ça me prend 1 heure. Parce que tous les posts qu'on fait sont différents. Il n'y en a aucun qui est identique. C'est sûr que là, tu joues toutes les têtes. Là, tu sais. Ça fait que tu fais tout dans l'entreprise. C'est ça la difficulté aussi de partir. T'sais. Fait que là, le plan, ça serait de descendre de excellent à bon partout. Fait qu'avoir une bonne moyenne partout. Puis après ça, de former les nouveaux
pour qu'ils développent cette excellence-là, pour qu'ensuite, je n'aie pas besoin de tout faire. OK. Ça, c'est le plan pour 2023, là. OK. Fait que tu as un plan 2023. Puis c'est quoi ton plus grand rêve, là? Parce que là, tu commences, t'es sky's the limit, là, à ton Ah âge. ouais. Fait que c'est quoi? Tu sais, je te demande pas ton plan sur 5 ans, là, mais c'est quoi ton rêve, toi? Où tu te vois, là, tu sais, même dans 5 10 ans ou... Essentiellement, l'immeuble, présentement, où on est, on l'a... Ma famille l'a acheté pour que je puisse avoir la place que j'avais de besoin puis que je puisse pouvoir avoir le potentiel dont je rêvais, là. Tu sais, ça sonne niaiseux de dire « Ouais, ma famille a acheté un immeuble, puis wow, je suis full chanceux. » Mais on a travaillé vraiment fort, puis c'était pas aussi facile qu'on le pensait, là. On a eu, tu sais, l'immeuble, là, il y a eu des gros problèmes avec la ville. On n'avait pas le droit d'ouvrir le magasin pendant 1 an. Je pouvais ouvrir une salle de tir, mais je pouvais pas ouvrir un magasin de vélo, là. C'était Mhm. affreux. On a attendu presque 1 an, on a perdu beaucoup d'argent. Tu sais, c'était extrêmement difficile juste acquérir l'immeuble puis l'utiliser pour ce qu'on voulait. Puis même juste installer le magasin dedans, c'était un calvaire, là. Ouais. C'est toujours plus compliqué qu'on pense. Ouais, mais ça c'était... Mais c'est une belle expérience. C'est ça. Moi, maintenant, là, quand tu me parles de zonage, moi, je connais mes zonages C'est ça. parfaitement, là. Je suis rendu un expert là-dedans. Moi aussi, c'est ça. Quand tu le vis une fois, après ça, tu le sais là, qu'il faut que tu regardes tes C'est zonages ça. en Puis c'est ville. pas... Moi, c'est mon plus gros problème dans la vie. Moi, je construis des machines. Si ça fonctionne pas, c'est parce qu'il y a une raison ou il y a 2 raisons, mais il y en a pas 4000, puis c'est une Mhm. raison logique. C'est de la physique, là. C'est pas des sentiments, Non, mais là. les villes, c'est pas toujours logique. C'est là. ça, C'est un peu exactement. frustrant. Tu sais. Fait que quand tu pars d'une base où, tu sais, moi, tout ce qui m'a amené ici, c'est... Moi, je suis une personne qui ne pense... C'est un atout autant que c'est un handicap. Je pense presque purement par logique. Fait que moi, si je veux me rendre en quelque part, tu sais, OK, dans 1 an, tu veux économiser 100 000 $. OK. Qu'est-ce que ça veut dire par mois, par semaine, par jour, par minute? Ça veut dire qu'il faut que tu vendes combien de quoi? Est-ce que tu as le droit de te passer 2 jours sans vendre un objet pour te rendre à cet objectif-là? Combien de profit qu'il faut que tu fasses? Moi, je suis une personne extrêmement, là, c'est des chiffres. Fait que ton rêve, es-tu plus en termes de profit ou... Non, mon rêve est essentiellement basé sur le setup qu'on a en ce moment. J'aimerais beaucoup que le vélo soit vu comme un véhicule. Fait que ça, c'est mon rêve là, au long terme. Moi, c'est passé, que j'aille le magasin ou pas, c'est pas ça mon but. Tu sais, j'aime assembler des vélos, mais si je faisais des vélos usagés, je serais content aussi, là. C'est juste que le vélo, jusqu'à aujourd'hui, est même pas mentionné dans le code de la sécurité routière. Dans le fond, il y a dans le CSR, là, il est même pas défini. Fait qu'il y a des règlements qui s'appliquent au vélo, mais le vélo est même pas une catégorie de de véhicule. véhicule? Puis il y a beaucoup de problèmes. On voit ça beaucoup au Québec aussi. Les gens ils disent ah, tu sais, les vélos devraient pas être dans la rue. Oui, ils devraient. Est-ce qu'un vélo, c'est un véhicule? Est-ce qu'il l'est pas? Est-ce qu'il y a des. Tu sais, on voit ça beaucoup maintenant avec les vélos électriques Ben parce oui. qu'ils sont motorisés. Fait que mon plus grand rêve dans la vie, là, au court ou moyen terme, c'est, d'un point de vue politique, faire en sorte que le vélo soit un véhicule, puis après ça, que ça soit vu comme un, un vrai cheminement dans la vie. Tu sais, de manière générale, quand tu dis, moi, ça m'est arrivé tout le temps, je dis que je suis mécanicien de vélo, puis le monde sont comme, ah, ok, ce gars-là, il a fait sa vie autour d'une job d'été. Voyons donc. Tu sais, tu me niaises dessus. Mais quand ils se virent de bord, puis je monte des roues à 3 000 4 000 $, ils se disent, OK, ouais, OK, c'est quand même sérieux ce que tu fais. C'est comme, oui, puis c'est une job. Puis Ben oui. ça prend presque autant d'expérience, si c'est pas plus. Fait que toi, tu voudrais que ce soit reconnu. Tu voudrais Oui. démontrer que, bon, le vélo, c'est un moyen de transport, puis c'est une job. C'est un moyen de transport si on base notre vie autour... Si on conceptualise les villes autour du vélo, autour de ce que c'est le déplacement, on est capable de concevoir des villes, tu sais, l'urbanisme, toutes ces choses-là, on est capable de concevoir des villes qui sont beaucoup plus ergonomiques d'un point de vue transport, tu sais, puis aussi beaucoup plus vertes. On est capable de vraiment aller loin là-dedans. Tu sais, ça rentre dans ça rentre dans ce qui est le développement durable, ces choses-là. Moi, d'un point de vue développement durable, le vélo, là, tout le monde le dit. Le vélo, c'est le futur. On entend beaucoup ça en politique. Mais le problème, c'est que la première chose à faire, si tu es Valérie Plante puis tu rentres en politique, c'est de faire que légalement, c'est un véhicule ou ça ne l'est pas. Ça serait la première chose avant de commencer à ériger des pistes cyclables puis commencer à... C'est ça. Fait que moi, je trouve que c'est la plus grosse malchance qu'on a en ce moment, c'est l'éléphant. C'est l'éléphant que tout le monde ignore, là. C'est la première chose qu'on aurait dû faire. Fait que
mon rêve, personnellement, d'un point de vue long terme, c'est ça. Mais c'est aussi de faire en sorte que ma business ait un poids euh, politique, culturel. Tu sais, mon père, il a une boîte de production vidéo qui va s'installer au deuxième étage de l'immeuble. Puis, il sait très bien qu'il va pas faire ça toute sa vie. Il veut pas faire ça toute sa vie. Mais moi, je peux... Ma vision, c'est d'utiliser cet équipement-là, de faire des vidéos, tu sais, de faire des vidéos éducatives, éduquer les gens sur ce que c'est avoir un bon vélo, comment le garder pendant longtemps. Tu sais, pas changer de vélo à tous les 2 ans comme certains avocats dentistes font. C'est pas une bonne idée de faire ça, là. C'est pas bon pour l'environnement. Puis aussi, ça fait juste en sorte que les roues de la surconsommation continuent à tourner sans arrêt. Puis il faut qu'on arrête de faire ça. Si le vélo, c'est vraiment le futur, faut qu'on commence à changer ce qu'on achète, commencer à supporter des entreprises plus locales, puis pas juste, tu sais, c'est bien beau de dire tout doit être fait ici au Québec, mais il n'y a personne qui est prêt à faire ça. Fait que l'espèce de pont que j'ai fait avec ma business, c'est, regarde, les gens ne sont pas prêts à ce que tous les vélos soient faits à la main au Québec, ils ne sont pas prêts à payer pour ça. Mais le savoir-faire, comment assembler un vélo, comment concevoir un produit qui tient la route, ça, on l'a ce savoir-faire-là au Québec. Fait que pourquoi on ne l'utiliserait pas? Pourquoi on paierait des compagnies qui valent des multiples milliards de dollars, qui nous demandent même pas ce qu'on veut? Pourquoi on leur ferait confiance, puis avec notre argent, avec des milliers de dollars qu'on leur donne à toutes les années? C'est ça, parce que ça coûte pas plus cher le faire chez vous, dans le fond, puis il va juste être plus durable. T'sais. C'est ça, il va juste être plus durable. Puis au pire des cas, là, si tu achètes un vélo super haut de gamme en fibre de carbone, d'un point de vue technique, il n'est peut-être pas plus durable qu'un vélo d'une de ces grosses compagnies-là. Mais il a été assemblé par quelqu'un que tu connais. Il a été fait avec les pièces que toi, tu as choisies, avec les couleurs que tu voulais. Le vélo te représente, puis tu vas tenir à cet objet-là d'un point de vue personnel beaucoup plus que tu tiendrais à cet objet-là s'il était un de 40 000 exemplaires. Non, c'est ça. C'est plus créatif, c'est plus personnalisé. C'est en ça. plus d'être pas plus cher puis d'être durable. Exactement. Fait que je pense qu'on va être obligé d'arrêter parce que je pense qu'on pourrait parler genre 1 heure et demie. Ouais. Parce que, merci, Zach, parce que dans le fond, je t'ai invité dernière minute, je dois le dire, parce que j'ai comme une cancellation aujourd'hui, puis t'es comme arrivé sur le fly. Ouh, j'arrive. Ouais. Fait que merci beaucoup pour ça. Puis honnêtement, vu que c'est la dernière minute, j'ai comme planifié un peu, mais d'habitude, je me planifie beaucoup. Fait que j'avais noté plein de questions, mais j'ai même pas eu à en poser une. OK. Je n'ai posé juste 2, 3 qui sont venues à mesure tellement que t'as un discours intéressant. Puis je trouve ça le fun des jeunes entrepreneurs parce que vous avez vraiment le côté d'environnement, puis le côté planétaire, puis le côté de vouloir du changement. Ce que moi j'ai aussi, mais je veux dire, tu sais, j'ai pas été élevée comme ça dans mon temps, c'était pas autant comme ça. Puis je trouve ça le fun de voir ça parce que je trouve que chaque personne de ton âge aussi qui fait toutes ces petites actions-là, ben, à quelque part, tu sais, il y a de l'avenir, puis je trouve ça beau. En termes d'avenir d'entrepreneur aussi, de voir des jeunes comme toi en feu, puis passionnés, puis ça prouve aussi que l'école, ben, tu sais, c'est pas fait tout le temps pour tout le monde, puis les mêmes modèles, mais ça veut pas dire que tu seras pas bon dans la vie. Non, Ça c'est veut pas ça. dire que parce que tu fais pas un médecin ou un chimiste que tu seras pas bon, tu comprends? Non, Tu c'est aurais ça. pu être ingénieur, là, Je après voulais- tout ce que tu me dis. Je voulais, au début, en fait, c'est une drôle d'histoire. J'ai voulu, quand j'étais en secondaire 4, on avait une rencontre parents-prof là, avec mes parents. Puis j'avais dit à la prof m'a demandé, elle a regardé mes notes, puis elle me regarde, puis elle me dit qu'est-ce que tu veux? Là, c'est un peu inquiétant, là. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis là, devant mes parents, j'ai dit, ben je veux être ingénieur. Mais elle a pas entendu elle n'a pas entendu mon rationnel derrière ça. Ma logique derrière ça, c'était ben je veux être ingénieur pour faire des vélos. Moi, je veux designer des vélos, tu sais. Je veux faire de la conceptualisation à partir de rien. Mais elle m'a pas laissé aller là. Puis elle m'a dit non, c'est pas pour toi, laisse ça aller. Là. Puis aujourd'hui, ben j'ai une ingénieure qui travaille pour moi, retraitée, qui est full heureuse. Elle m'enseigne que je me suis entouré de gens qui ont ce savoir-là, qui peuvent me le partager sans nécessairement que moi j'ai à aller là. Puis non, je trouve ça super inspirant. Là. C'est ça, tu sais, tu suis ta passion, puis c'est comme ça qu'aujourd'hui, tu gagnes ta vie. Puis j'espère, malgré tes rêves, qui ne sont pas en termes financiers, je te souhaite quand même un gros succès financier
dans toute ta belle histoire. Puis j'invite quand même tout le monde à aller, tu dois avoir un site web, j'imagine, un Instagram et tout, Oui, c'est ça. Donc, si il y a Atelier des gens, Olympia. c'est ça, s'il y a des gens qui veulent venir nous suivre ou regarder ce qu'on fait, là, dans le fond, sur YouTube, Facebook, sur Internet, notre site web, c'est tout écrit Atelier Olympia. Donc, c'est Olympia comme le théâtre, là, donc OLYMPIA. Puis c'est ça. Puis c'est basé dans le quartier Saint-Henri, hein, c'est ça? On est dans le sud-ouest de Montréal, à Villemort, donc on est entre Saint-Henri et Verdun. Notre boutique donne direct sur le canal, là, c'est Oui, super le bel canal de la emplacement. Chienne. Moi, je suis allée, c'est super beau. Au moins, juste aller voir, c'est sûr, vous allez acheter un petit truc, même si vous achetez pas de vélo. Oui, c'est Fait ça. que, ben, merci beaucoup, Isaac, pour ta présence. Puis, merci tout le monde de votre écoute. Puis, continuez à nous suivre parce qu'on a des belles entrevues comme ça d'entrepreneurs à chaque mois. Puis des expertises aussi. Donc, vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, YouTube, tous les réseaux, TikTok. Puis, ben, merci tout le monde. À la prochaine.